L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Daniel Benaïm, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors nous l'avons vu, l'actualité est particulièrement dramatique. Et avant de revenir sur ce sujet qui nous a préoccupé, l'Alia de Metz, qui nous a préoccupé cette semaine sur Studio Kalita, je voudrais vous interroger en tant aussi, parce qu'en dehors du fait que vous êtes aujourd'hui le délégué général de l'Agence juive en France, vous avez été pendant de nombreuses années le directeur de la Chavaya israélite, et à ce titre, vous avez organisé, on va dire, des centaines et des centaines d'excursions de jeunes, que ce soit des jeunes israéliens, mais surtout des jeunes de l'étranger, à travers tout le pays. Alors, qu'est-ce qui vous surprend ? Est-ce que c'est tout à fait inhabituel qu'un groupe se promène dans ce genre de configuration dans le désert de Judée, alors qu'il y a des avertissements concernant des risques d'inondation, et il continue et il maintient ce tioul, cette excursion ? Tout d'abord, permettez-moi, en cette matinée qui est effectivement douloureuse pour le peuple d'Israël, d'exprimer tous mes sentiments de compassion et de douleur pour ces familles, et de souhaiter aussi un bon rétablissement à toutes les personnes qui étaient dans le cadre de cette excursion, parce que ce matin, nous avons tous été, depuis hier, le pays a été touché par cette triste nouvelle à laquelle vous avez consacré une grande page ce matin. L'organisation d'excursions dans la nature est quelque chose qui est toujours effrayant, parce qu'il y a énormément de responsabilités et qu'effectivement, l'homme face à la nature est limité dans ses capacités de lui faire face. C'est la raison pour laquelle, en général, et c'est la discussion qui s'est ouverte ce matin en Israël, ces excursions sont encadrées par une cellule du ministère de l'Éducation nationale en Israël qui donne l'accord de faire telle ou telle excursion. En tout cas, tous les programmes en Israël organisés par le biais de l'expérience israélienne dans le cadre de l'Agence juive sont validés quotidiennement par cette même cellule qui, 14 jours avant l'arrivée du groupe, valide un programme et qui, la veille de chaque excursion, revalide l'excursion du lendemain. Donc c'est extrêmement bien structuré. Donc par exemple, un groupe qui aurait dû faire Nahal Tzafit hier dans le cadre de nos programmes, aurait reçu l'interdiction de le faire le matin, puisque le guide, vous avez interrogé il y a quelques minutes Rafi Zbitsky, qui est par exemple l'un des guides avec lesquels nous travaillons, le guide appelle le matin même la cellule de sécurité qui est mise en place, et cette cellule... C'est de sa responsabilité de le faire. Tout à fait. Et cette cellule donne l'autorisation des différentes visites de la journée. Et comme je le dis souvent, parce qu'on est souvent interrogé en France, par exemple, sur les problèmes liés à la sécurité. Oui. Et donc, on explique en fait tout ce mécanisme pour dire que si, par exemple, il y a un problème de sécurité, alors cette cellule sait géolocaliser le groupe, puisque, par exemple, tous nos madrichim ont aujourd'hui un téléphone avec GPS qui est relié à cette cellule de sécurité, et c'est prévenir les groupes d'un danger imminent. Et j'ai l'habitude régulièrement, pour essayer de rendre la discussion plus positive et pas uniquement autour de la question des attentats ou des problèmes de sécurité, de dire, vous savez, il y a aussi des problèmes qui peuvent être liés tout simplement à des événements naturels, par exemple des inondations. Et dans ce cas aussi, alors le parcours, l'itinéraire doit être modifié, doit être changé. Alors, et donc, du point de vue, par exemple, pour l'association que vous avez dirigée dans le passé, la Chavaya israélite, Israeli Experience, c'est un cas de figure comme celui qui s'est produit hier, ça aurait été totalement impossible. A priori, il eût été impossible qu'un groupe prenne cet itinéraire dans le contexte qui a été décrit. Je n'étais pas en Israël hier, et des inondations. J'imagine que hier, la cellule de sécurité a interdit toutes les excursions dans la région, et donc très peu probable qu'une telle excursion... Donc on leur a probablement pas demandé, quoi. C'est possible. A priori, c'est en tout cas ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le système dans lequel étudier ces jeunes est astreint à un règlement un petit peu différent, et c'est ce qui a certainement mené malheureusement à cet accident douloureux. Voilà, effectivement, nous en avons donc parlé pendant l'essentiel de cette heure d'actualité sur Studio Kalita, mais nous profitons donc de votre passage en Israël en ce week-end pour parler donc de ce sujet qui nous a préoccupés, nous a passionnés, on va dire, de l'Alia de Metz. Nous avons entendu donc plusieurs intervenants avec des avis, on va dire, différents, et vous avez le vôtre. Et la question que je vous pose, c'est finalement,
pourquoi, si l'État d'Israël ne fournit pas les moyens, on va dire, économiques et sociaux suffisants pour permettre à des gens issus, par exemple, de milieux socio-économiques plutôt difficiles, vivant dans des banlieues où il y a des dangers face à la résurgence de l'antisémitisme. Pourquoi, finalement, comme solution intermédiaire, ne serait-ce, ou même peut-être à plus long terme, ne permettrait pas à des Juifs de France de continuer à vivre leur judaïsme pleinement, sereinement, dans des villes comme la ville de Metz, la communauté juive de Metz, qui propose donc un encadrement d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet? Est-ce que c'est le terme d'Aliyah qui est utilisé, ou alors c'est le principe même? On est vendredi matin, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et en même temps préparent leur Shabbat. Alors on est peut-être en train de préparer une tchakchouka, une salade, un mélange. Et puis il y en a certains qui sont mieux organisés, qui l'ont préparé depuis lundi ou mardi cette semaine. Et j'ai l'impression qu'on a fait de toute cette histoire une grande tchakchouka, un grand mélange. Moi, j'aimerais reprendre certains éléments pour essayer d'apporter aussi, de contribuer à la réflexion. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents intervenants de qualité que vous avez interviewés cette semaine. Et la première question, et je crois on ne peut pas l'éviter, est la question de la terminologie. Je ne crois pas que le terme d'Aliyah ait été utilisé par hasard. Je ne crois pas qu'il ait été utilisé uniquement pour faire un buzz. Lorsque vous rentrez par exemple dans le site qui a été mis en place par la communauté, vous pouvez découvrir qu'une installation 5 étoiles à Metz et la transformation du drapeau d'Israël avec le même drapeau qui comporte 5 étoiles. Il y a d'autres façons, par exemple, de marquer les 5 étoiles dans un hôtel ou les 5 étoiles dans un niveau de qualité. Donc je crois qu'il y a une volonté... De se substituer à... Oui, il y a quand même une volonté d'utiliser. Alors, on va dire peut-être que c'est la rançon du succès, la rançon de la gloire, c'est que la Aliyah est un phénomène tellement connu, tellement fort, un petit peu comme ces courants dont on a parlé précédemment, qui entraînent aujourd'hui une réflexion très profonde, particulièrement en France, mais pas seulement dans beaucoup de communautés occidentales, qu'on essaie de s'accrocher finalement à ce train de l'histoire qui s'appelle la Aliyah. Mais je ne crois pas que c'est utilisé par hasard. J'aimerais vous dire d'ailleurs de façon anecdotique que en tant que l'agent juif a une mission de service public et dans cette mission, elle a entre autres comme responsabilité d'informer sur la Aliyah et nous le faisons régulièrement un peu partout en France. Nous organisons des salons, nous organisons des journées portes ouvertes. La communauté de Metz a été l'une des rares communautés en France à ne pas accepter notre présence dans ces locaux pour tout simplement apporter l'information aux Messins qui seraient intéressés par la Aliyah. Je peux vous garantir que c'est une initiative extrêmement rare. De façon générale. D'ailleurs, le président de la communauté ne nous a pas caché qu'il n'y avait que très peu d'Aliyah de Metz, pas beaucoup de Olim de Metz. Oui, il y a depuis 2013, dans ce qu'on appelle cette dernière vague d'Aliyah, 25 personnes qui ont fait leur Aliyah de Metz. Mais de façon générale, le fait de permettre à l'information d'arriver n'est pas synonyme d'encouragement, mais c'est tout simplement la possibilité de permettre à ses fidèles de recevoir une information à domicile. Et la plupart des communautés, non seulement nous permettent de le faire, mais nous invitent à venir le faire. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas ici une démarche, en tout cas relative à la Aliyah, qui est neutre. Moi, je crois, et là-dessus, je rejoins tout à fait ce qu'a dit le directeur général de Qualita et Ariel Kandel hier à votre micro. Je crois que les termes ont une signification et qu'en tant que juifs, nous savons l'importance de la terminologie, nous savons le rappeler souvent dans beaucoup de contextes également aux non-juifs. Et je crois que dans ce contexte particulier, le terme d'Aliyah est unique, c'est la Aliyah vers Israël, et que dans la Aliyah, il y a un certain nombre de dimensions. Et pourtant, par exemple, c'est un terme, le président du consistoire l'utilise, il parle d'Aliyah intérieure, il dit que finalement les Olim qui partent en Israël doivent être remplacés par des gens qui rejoignent, on va dire, le giron, l'intérieur de la communauté active pour la renforcer, pour que cette communauté ne soit pas affaiblie. Si l'Aliyah, c'est quelque chose, c'est peut-être une amélioration. Aliyah, ça veut dire monter, ça veut dire améliorer, ça veut dire aller de l'avant. Pourquoi pas, finalement, si ça ne devait être que une solution intermédiaire?
sur la voie de l'arrivée en Israël. Alors là-dessus, sur ce sujet, nous avons eu l'occasion de partager un séminaire des responsables communautaires en février dernier, et j'avais fait remarquer au président Joël Mergui, président des consistoires, qui œuvre énormément dans tous les domaines, que j'ai une réserve sur l'utilisation du terme Aliyah dans ce projet de renforcement des communautés, qui est très important. Et j'aimerais d'ailleurs parler aussi du renforcement de la communauté de Metz par la suite. Mais il me semble qu'on essaye souvent, ces derniers temps, de réduire la Aliyah à l'un de ses volets, alors que la Aliyah est multidimensionnelle. Par exemple, on peut aujourd'hui vous expliquer que la Aliyah correspond à une vocation religieuse ou spirituelle. C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement cela. On n'est plus au Moyen-Âge, à l'époque où le Ramban, de façon individuelle, Rabbi Ovadia Mibartenora, décidait de prendre leurs pieds et de commencer la marche vers la terre d'Israël. Aujourd'hui, on ne peut pas ôter à la dimension d'Aliyah. L'Aliyah n'est pas seulement un déménagement physique, comme on veut le faire penser quand on va à Metz. L'Aliyah, c'est ça, et encore ça. Et je crois que dans l'Aliyah, il y a la dimension, et on ne peut pas l'ôter, du projet national. C'est-à-dire que les Juifs qui prennent la décision de faire leur Aliyah, pour la plupart d'entre eux, rejoignent l'idée d'un foyer national juif, c'est-à-dire un endroit dans lequel leur identité personnelle et l'identité nationale vont se conjuguer en une seule identité. Mais on rappelle toujours que l'Aliyah, c'est un projet, c'est une initiative personnelle, c'est une décision personnelle qui s'inscrit dans un cadre national. Tout à fait. L'Aliyah reste une décision personnelle, et je crois qu'il est très important de respecter le choix de chacun. C'est la raison pour laquelle, indépendamment de la terminologie, je trouve tout à fait positif que des communautés réfléchissent à leur avenir et qu'elles mettent en place des initiatives permettant de renforcer et d'assurer cet avenir. Alors, concrètement, vous êtes à Paris, vous êtes à la tête de plusieurs shlichim qui reçoivent énormément de candidats à la Aliyah. Lorsque quelqu'un vient et vous dit je viens de Garges-les-Gonesse, par exemple, une région que vous connaissez bien, je viens de Garges-les-Gonesse où la communauté s'est totalement effritée au cours des dernières années, à la suite, bien entendu, de problèmes d'antisémitisme avec la communauté musulmane. Elle vous dit j'ai pas les moyens, je viens d'un milieu social défavorisé, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que l'État d'Israël peut me proposer qui ressemblerait à ce qui me permet de vivre à Garges-les-Gonesse? Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, parce que c'est le fond du problème, c'est-à-dire si l'État d'Israël si vous me permettez, je ne pense pas que ce soit le fond de ce problème en tout cas. Il ne me semble pas. Je crois qu'il y a eu une volonté certainement politique d'arriver à mêler un petit peu tout ça, de donner aussi un sentiment de chesed particulier à cette initiative de Metz. Il ne me semble pas qu'au départ l'initiative de Metz a pour vocation de sauver les Juifs de Garges-les-Gonesse qui sont en difficulté. On l'a bien compris. Il s'agit plutôt d'un projet de classe moyenne, voire supérieure, qui est motivé par un travail au Luxembourg. Donc on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Le fait d'avoir... Il n'était pas hostile, hein, non, évidemment, il n'y a pas de la communauté. On lui a parlé de ça aussi. Évidemment, il n'y a pas d'hostilité. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais d'un autre côté, de mélanger un petit peu tous les sujets comme s'ils ne formaient qu'un, et de dire qu'aujourd'hui Metz vient apporter une solution à Garges-les-Gonesse que l'État d'Israël n'apporte pas. Focalisons-nous sur ce problème, parce que c'est apparemment le problème, et c'est un des problèmes qui a été mentionné par Dov Maimon, c'est que l'État d'Israël n'offre pas de véritable solution aujourd'hui, et même hier, Ariel Kandel l'a confirmé. Il n'y a pas une mobilisation de la part du gouvernement israélien pour tenir compte des besoins spécifiques d'une partie de cette alliance. On a le sentiment que les Olim de France sont tous des Olim aisés, qui viennent des couches sociales extrêmement élevées, qu'ils ont tous un appartement sur le Yarkon, et que finalement, donc, on n'a pas besoin véritablement de les aider, qu'ils se débrouillent tout seuls. C'est pas le cas, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que la gente juive peut faire pour permettre à ces gens qui viennent de couches sociales défavorisées, qui auraient voulu faire leur aliyah mais qui ne le peuvent pas, de concrétiser ce rêve? Alors, j'aimerais commencer par la fin de vos propos. Ce n'est pas le cas et on le sait. C'est-à-dire qu'il a quand même été dit aussi sur votre antenne ou laissé entendre que la aliyah ces dernières années de France vient de l'ouest parisien et des beaux quartiers. C'est faux. Concrètement, au niveau statistique, c'est quelque chose. Elle vient aussi, mais elle ne vient pas seulement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, de certaines villes de la région parisienne qui se sont dépeuplées ces dernières années, elles ne se sont pas toutes dépeuplées de leur
population juive au profit d'autres communautés dans la région parisienne. Beaucoup de ces personnes qui ont quitté ces villes de la région parisienne l'ont quitté pour Israël. On ne peut pas d'un côté dire, par exemple, c'est le travail quotidien du hub de l'emploi de Calita. On ne peut pas d'un côté dire que 40% de l'Aliyah française n'est pas diplômée, et d'un autre côté de dire que toute l'Aliyah française vient des beaux quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, une partie de l'Aliyah de France vient de ces communautés que vous avez citées précédemment. Moi, je ne pense pas qu'on a dit ici à Calita que l'Aliyah de France était une Aliyah exclusivement au standing. Hein. Non, mais il a été dit qu'apparemment, c'est ce que Dov a laissé entendre, que toutes ces personnes vivant dans des situations économiques difficiles ou dans des banlieues difficiles dans lesquelles il devient de plus en plus dur en tant que juif de pouvoir vivre, on a parlé d'épuration ethnique par exemple dans le manifeste dans le Parisien cette semaine, que toutes ces personnes-là n'ont pas de solution en Israël. Alors je crois que l'image générale est un peu plus colorée, elle n'est pas noire ou blanche, c'est-à-dire que il y a une difficulté objective qui est que la France est un pays dans lequel les aides sociales sont très importantes. Ces aides sociales n'existent pas de la même façon en Israël. Il pourrait se mettre en place un programme d'aide particulière. Il devrait y avoir une volonté politique d'aide particulière. Mais je tiens quand même à préciser... Ça existe. Lorsque hier Ariel a parlé du fait que les Olim de Russie, lorsqu'ils avaient des salons à Moscou, eh bien, on leur proposait de signer un contrat sur un appartement à loyer modéré, alors que ça n'arrive jamais dans les salons de l'agent juif à Paris. Il y a une différence, c'est-à-dire il y a une différence de traitement. C'est-à-dire tout le monde n'est pas à la même enseigne au niveau du ministère de l'Intégration et apparemment même au niveau du gouvernement. Écoutez, je rentre de Saint-Pétersbourg. J'ai participé la semaine dernière à un très grand salon de l'Aliyah à Saint-Pétersbourg, donc qui est une des grandes villes de Russie. Donc j'ai pu voir de près un petit peu ce qui s'y fait. Je n'ai pas trouvé énormément de différences dans ce qui a été proposé dans le cadre du salon. Peut-être que j'ai pas compris le russe, mais je n'ai pas trouvé énormément de différences dans le cadre de ce qui a été proposé. J'aimerais dire que de façon générale, la question est de savoir comment une population se considère. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on prend la population qui est arrivée d'Éthiopie, elle est arrivée d'Éthiopie, elle a reçu énormément d'aides. Alors tout le monde conçoit que cette population reçoit des aides parce qu'elle vient d'un milieu qui est particulièrement défavorisé, qui n'est pas développé. Mais d'un autre côté, cette population a été prête à accepter tout ce qui lui était donné et de le recevoir comme tel. Lorsque l'on vient d'un pays occidental, comme la France, avec un certain niveau de développement très important, et qu'on est habitué à un certain rythme de vie, on n'est pas obligatoirement prêt à accepter tout plan. Et je vais vous donner quelques exemples. Non, mais je pense. Mais je vais vous donner des exemples. Les gens de Garges-les-Gonesse, si on leur propose un plan d'installation, par exemple, dans une ville comme Netivot ou comme peut-être Ofakim ou Dimona ou d'autres villes de développement, c'est pas obligatoirement qu'ils vont le refuser, peut-être. Détrompez-vous. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais précédemment qu'on a l'impression, dans ce qui est un petit peu décrit, qu'on a 50 000 juifs qui attendent avec leurs valises, qui sont prêts à partir, et la seule raison pour laquelle ils ne partent pas, c'est parce que l'État d'Israël n'a pas reconnu tel diplôme, ou n'a pas loué tel appartement, n'a pas créé des HLM, ou n'a pas trouvé un travail, etc. Et je n'ai aucun doute que si il y avait une volonté politique, plus d'Olim de France pourraient monter. C'est-à-dire que si on mettait en place un plan avec des aides ponctuelles et précises sur certains sujets, il n'y a aucun doute que plus de Juifs de France feraient leur aliyah demain. D'un autre côté, rappelons-nous qu'il s'agit quand même d'une population qui a le choix et qui même aujourd'hui fait un choix. C'est-à-dire que de décrire ces populations comme des populations qui sont laissées à l'abandon et qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est que l'État d'Israël leur ouvre ses portes pour faire leur aliyah demain, je crois qu'on est dans une réalité un petit peu plus complexe. Et lorsque vous disiez précédemment que s'il y avait des plans à Dimona, à Rehovot, à Netivot, etc., alors demain, les gens sauteraient dessus. Malheureusement, on est dans une réalité qui est assez différente. C'est-à-dire que vous pouvez habiter dans un milieu social défavorisé en France, mais souhaiter, lorsque vous allez faire votre aliyah, vivre à Netanya, à Jérusalem ou à Ashdod, qui sont des villes aujourd'hui, qui sont des villes chères. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, et ça c'est une grande différence avec les populations qui sont originaires de Russie par exemple, ou évidemment avec les Éthiopiens qui sont venus et qui finalement, si vous voulez, ces aliyot ressemblent pour beaucoup à des aliyot qui sont arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné vraiment le choix
toit aux populations, on les a amenés vers des lieux qu'il fallait peupler, on les a aidés, mais on les a aidés dans des contextes très particuliers. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les Juifs venant de France seraient prêts à être aidés de la même façon. Pour résumer votre position, non à la terminologie d'Aliyah à Metz, oui, le problème est traité, le problème des populations défavorisées, on va dire des communautés juives défavorisées qui sont, on va dire, qui sont dans les banlieues parisiennes essentiellement. Oui, il est traité, mais il faut peut-être que aussi ces communautés, en tout cas ces juifs de France, eh bien, aient des attentes qui sont en rapport avec leur niveau social. Oui, je résumerai 3 choses. La première, c'est que non à l'utilisation de la terminologie de l'Aliyah. Oui, au réveil des communautés, ça veut dire celles qui veulent s'organiser, c'est une très bonne initiative. Mais je vous dirais également que je ne pleure pas personnellement lorsqu'une communauté annonce que son histoire se termine, parce que je crois que c'est l'histoire du peuple juif et que les communautés reviendront comme des ruisseaux vers Israël, un jour ou un autre. Et la troisième chose, en ce qui concerne ces populations, on va dire, en difficulté sociale, je pense qu'on peut faire plus et qu'on doit faire plus en Israël. Je n'ai aucun doute là-dessus. Qu'on peut essayer d'aider au maximum. Dans la réalité, parce que souvent on dit qu'on essaie de comparer entre les différentes aliotes, mais c'est pas seulement par rapport aux aliotes qu'il faut comparer, il faut aussi comparer ça par rapport aux citoyens israéliens, c'est-à-dire jusqu'à combien on peut aider au logement des populations qui arrivent de l'étranger, par rapport à des aides qui ne sont pas proposées à des jeunes couples en Israël, etc. etc. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une réalité politique quand même qui est assez complexe. Et je ne suis pas persuadé aujourd'hui que le frein vient absolument de cette raison-là. En tout cas, l'intérêt manifesté par vous, par les responsables qui traitent au jour le jour de l'Aliyah et de l'intégration prouve qu'il y a véritablement un problème et qu'il y a une question et que peut-être ça pourrait susciter un débat ou une discussion ou un colloque qui serait consacré justement à cette problématique peut-être. Peut-être que cela viendra et que l'initiative sera prise pour essayer de répondre de manière plus structurée à cette initiative suscitée par la communauté juive de Metz. Merci beaucoup Daniel Benaïm d'avoir été avec nous ce matin et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, il est 9h05 sur Studio Qualité, un peu plus tard qu'à l'accoutumée, mais vous l'avez remarqué, l'actualité est chargée, douloureuse et chargée. Nous arrivons vers la fin de cette heure d'actualité et nous serons dans quelques instants en ligne avec Florence Toiti qui est une des responsables du programme d'Orshot dans l'association Colère. Nous allons parler de la paracha de la semaine avec elle. Elle va nous donner un mot de la paracha et nous expliquer un peu quelle est l'initiative qui a été prise par les femmes de Colère. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'Aliyah et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualité.